On a commencé Baruch Hashem Shira Shirim, des passages de Shira Shirim, en l'occurrence, vous vous rappelez la rencontre entre le bien-aimé et la Raya. On avait mis en évidence que, aussi surprenant ça puisse paraître, mais la demande de confiance de la part de la bien-aimée, parce que le bien-aimé l'appelait derrière un mur, derrière une fenêtre, c'était pas vraiment face à face, sous-entendu que la bien-aimée, à ce stade-là, elle est à l'intérieur de la maison, pour notre propos, à l'intérieur de l'exil, et qu'elle n'est pas sortie, mais qu'elle a été reconnue par l'appel du bien-aimé. C'est pas c'est dans cet esprit-là que ça avait été indiqué, que ça avait été transmis. Et pour avoir ça comme ça dans grosso modo dans les normes. Ensuite, Akadosh Baruch Hu avait Medaleg à Harim et Kapetz à la Gevaot, il avait sauté les montagnes, des plaines, les montagnes, les plaines, les patriarches, les matriarches. Il avait dépassé les mérites que nous n'avions pas forcément pour le coup en sortant d'Égypte, ou encore plus à la sortie des différents exils que nous avons traversés, par amour pour sa bien-aimée, pour la ramener en Eretz Israël. Et il n'attend que de la part de la bien-aimée d'être réceptive à cette rencontre, mais d'un autre côté, d'avoir suffisamment confiance dans le bien-aimé pour sortir, justement. C'est pas? Donc, il y a une providence qui existe, la providence d'Akadosh Baruch Hu, qui continue à sonder, même entre les lisières de la porte, même entre les trous, mais tout cela avec un seul objectif, que le Ham Israël, encore une fois, s'assume, revienne, se reconnaisse, et justement, le bien-aimé qui avait dit Koumi, Rayati, Yafati, lève-toi, assume et reviens vers moi. C'est dans cet esprit-là qu'on avait expliqué, avec la prise de conscience de la part de la bien-aimée, que l'automne, que l'hiver est derrière nous, c'est passé, que les premiers bourgeons commencent à arriver, les premiers signes évocateurs de la délivrance sont en chemin, donc il ne dépend que de la bien-aimée, eh bien, encore une fois, d'entamer cette rencontre. Cette rencontre qui, malheureusement, pour le moment, ne sera pas un succès. Mais elle est amorcée. Et nous avions terminé avec cela en évoquant bien les problématiques, justement, de ces premiers bourgeons qui arrivent. Nitsanim igiu et azamir igia. Ce que nous avions soulevé. Alors, nous allons reprendre, effectivement, avec cette idée-là, les nitsanim, c'est les premières herbes, c'est les premiers bourgeons qui commencent à sortir, encore une fois, en terre d'Israël. Les fleurs arrivent, les fruits ne sont pas encore là. Mais en tous les cas, ils commencent à apparaître. Et le Het Azamir, Zamir, c'est a priori le chant. Je dis a priori parce que c'est un peu plus complexe que ça. C'est les oiseaux, les petites gazouilles qui gazouillent dans la prairie. Les premiers oiseaux, les premiers sons qui sont évocateurs du printemps, bien évidemment, et qui naturellement, va nous dire le Ramat Vali, que je vous dis à l'oral parce que vous ne l'avez pas ici sur la source, mais qui naturellement se traduisent aussi à l'échelle humaine, où les amis se rencontrent, réjouis de se rencontrer. On a un petit, on va dire, on a un petit pull sur les épaules, mais ça y est, le bon temps est là, c'est agréable. On a cet esprit un peu, voilà. Même quand on a dépassé un certain âge, ben on est jeune, on se sent léger. C'est cet environnement-là, évidemment, quand on va aller, et encore plus à l'époque, on va aller sur les champs, on voit les premiers bourgeonnements, on voit les premiers fruits qui n'ont pas tardé à arriver. Ça nous procure une joie, bien évidemment, immense. Ça adoucit cette valeur du temps. D'accord ? Donc, un Nitsanim, a priori, c'est les premiers bourgeons. Ça, c'est le sens simple. Si on va un petit peu plus en profondeur, grâce à Rashi, on voit que qui sont les Nitsanim ? Je ne dis pas qu'est-ce que les Nitsanim, mais qui sont ces Nitsanim ? C'est Moshe et Aaron. C'est ceux qui sont en train, justement, eh bien, de mettre en place les premiers pas de la délivrance d'Israël. Vous voyez Rashi, Anitsanim nir'u ba'aretz, arei Moshe et Aaron, muchanim lachem les kol tzarechem. Tout ce que vous avez besoin, Moshe et Aaron sont prêts à les mettre en place. Et automatiquement, et azamir egia, je me permets de vous rappeler, ce n'est pas zman. Il y a une nuance entre l'hébreu entre et zman. C'est pas pour la petite anecdote, dans Kohelet,
vous avez 28 fois le mot « et ». C'est pas impressionnant. 28 fois, 28, c'est Kohar, c'est la force. Parce que, justement, la force, c'est quand chaque chose arrive en son temps. Le « et », c'est pas le temps, c'est le bon moment. Vous voyez la nuance entre les deux? J'arrive pas à voir. Il y a quelque chose qui s'appelle le temps qui passe, et tu as le timing, tu as le momentum. Ok, d'accord. D'accord? Le itouille, on dit en hébreu moderne même. Itouille, ça. C'est ça, ça arrivait là où il fallait. Il y a un temps pour danser, il y a un temps pour. C'est ce que dit Kohelet, c'est ce que dit Shlomo. Il y a un temps pour danser, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour lire la Torah, il y a un temps pour rigoler, il y a un temps pour. D'accord? Bon, c'est ça. Et Azamirigia, le moment est arrivé. Chez Atem Atidim Lomar Shira Alaya. On est à la sortie d'Égypte. Il y a déjà la mise en place du moment où vous allez justement, eh bien, dans une semaine, c'est maintenant qui est derrière nous, chanter la Shiratayam, n'est-ce pas, devant les Égyptiens. Donc, de manière plus large, et pas que réservée à la sortie d'Égypte, le Rav Avigdor Cohen Sedek, Makor numéro 24, Anitzanim Nirou, Elu Maase Atzadiki. Comprenons que chaque acte juste que nous faisons, que nous agissons, a des répercussions, j'ai envie de dire, sur tout l'environnement du peuple juif. Maintenant, vous pourriez me dire, oui, donc c'est un niveau de lecture supplémentaire. Pour ma part, je ne le pense pas. Je pense qu'en fait, c'est la même chose. Je pense que plus l'âme Israël a un comportement digne de ce nom, plus la pluie arrive en Israël, plus la récolte se veut abondante, plus le soleil est agréable, plus, etc., etc. D'accord? Je n'ai pas dit à l'échelle individuelle, mais à l'échelle du peuple, à mes yeux, c'est une évidence. Bon, il y a quelqu'un d'autre qui a dit ce que je vais dire maintenant. Il s'appelle Moshe Rabbeinu, dans la Kirat Shema. Ça va? D'accord? Quand on dit dans la lecture du Shema, j'amène la pluie en son temps si vous accomplissez les mitzvot. C'est exactement cela. Plus il y a un acte de justesse, encore une fois, à sa juste, se montre exemplaire, plus automatiquement, il y a des répercussions. Et Azamir Agia, donc le temps, a priori, de chanter est arrivé, sauf qu'il ne nous dit pas cela. Et les Zmanam, Shel Malchuyot, les Izamer. Qu'est-ce que c'est que l'Izmor? On a parlé de Shemitah, on a parlé de l'Iktsor, on a parlé de l'Iftsor, on a parlé de l'Izmor. Zemer, a priori, c'est enlever les mauvaises herbes de la vigne. On veut arranger la vigne pour qu'elle soit la plus louée possible. De manière générale, l'Izmor, c'est couper. D'accord? Justement, les boutures, non, bouture, c'est pour refaire, c'est bérir, je crois. Bouture, non, bouture, c'est pas des bérir, mais l'Izmor, c'est enlever les mauvaises herbes, c'est enlever tout ce qui peut nuire aux fruits qui sont en train de pousser. Donc, à la fois on chante, et à la fois nos ennemis, Baruch Hashem, meurent. Enfin, on va le dire de manière plus tendre, plus poétique. Nous chantons et nos ennemis crèvent. Ça va, là c'est plus clair. Voilà. Et Azamir Igia, c'est ça que ça veut dire. Et vous voyez, on est au XIe siècle, on ne dit pas encore que j'invente des choses. Zmanam shel malchuyot leizamer. Zamir aritzim yane. C'est dans le prophète Ishaïaou. Le temps des nations qui a voulu porter préjudice à Am Israël est arrivé à sa fin. Il est temps d'enlever les mauvaises herbes. Ça va, c'est pas plus clair que ça, là. Donc, d'un côté, vous avez Nitzanim, vous avez Moshe Aaron, vous avez les Tzadikim, qui sont prêts pour que le fruit arrive. Vous voyez le Rav Sforno. À Nitzanim, Moshe et Aaron, chez Mouchanim, la Sotpri, Nirou Baaretz. Ça y est, la délivrance apparaît. Shiratayam, quand on est en sortie d'Égypte, au moment où les Égyptiens sont en train de se noyer devant nous. Shir Chadash, quand on est au moment de la Géoula, où il y a cette reconnaissance, cette restauration de la fierté nationale devant Akadosh Baruch.
c'est toute cette cohérence-là, encore une fois, à laquelle nous aspirons. Va nous dire le natif de Vologine, accord numéro 6. On voit bien que Nitsanim, ces premiers bourgeons, c'est pas encore la finalité. C'est là aussi, il y a une nuance essentielle dans ce que je viens d'évoquer. Et azamir et c'est que si, a priori, nos ennemis sont censés effectivement périr à ce moment-là, ce n'est pas la finalité. Si je me réfère une seconde à Pessah, c'est pas si loin derrière nous, quand on a dit Shfor Hamatra el Agoim, c'est pas la fin du Seder. La fin du Seder, c'est la deuxième partie du Hallel, avec Hallel Agadol, qu'on a évoqué. C'est-à-dire qu'il est impératif que l'expression du mal, que nos ennemis périssent, pour que le bien absolu, bienveillant à l'égard de toute la création, puisse être assuré. Ça, il n'y a aucune volonté inutilement, gratuitement cruelle de notre part. N'est-ce pas? Le dit le natif de Vologine. Netz ou à Pérar chez la prix. C'est la fleur avant l'apparition du fruit. Ve'im shehu nae ou meudar, il a beau être beau, il a beau être agréable, noten oneg le'ain roa, c'est un plaisir aussi des yeux, c'est un plaisir des sens de voir cette fleur qui parfois même sent bon. Mirol makom, lo zeu atachlit shel hapera. C'est pas ça la finalité de la fleur, c'est pas de rester une fleur, c'est de devenir un fruit. Et là, si justement il y a un fruit qui est attaché à cette fleur, cette petite fleur, un petit fruit, ce qu'on a envie, évidemment, c'est le fruit qui va sortir. Az abealim mitangim gamken. Donc ceux qui sont les propriétaires de ce verger vont prendre un plaisir, bien évidemment, à la fois de la fleur au moment où elle apparaît, même si ce n'est pas une finalité, même chez Tachlit, car Algar chez Enador Zaka, et même si la génération n'a pas encore mérité qu'apparaisse le fruit, Ven aussi mitzvot lishma, ils ne font pas les mitzvot juste par amour du Créateur, chez Zéo Pri et Tachliti, c'est ça la finalité. C'est pas d'apporter des fleurs à sa femme pour qu'on ait un bon couscous, c'est d'apporter des fleurs à sa femme parce qu'on aime sa femme. Et après, elle fera un bon couscous. Oui, Gom Kaila, David Israël. Michol Makom, Der Israël, Leit Hader Bemitzvah. Il est clair que la manière d'Israël de s'embellir des mitzvot, encore une fois, pour s'enorgueillir ou pour une quelconque finalité qui nous est totalement extérieure, fais Shabbat, tu vas être riche. Cette phrase-là, elle est sordide. Est-ce que, et donc il ne faut pas le dire, si un juif, ça lui permet de faire Shabbat, c'est pas grave. C'est ça, en fait c'est ça. Mais c'est Chitsoni, c'est pas vrai. Ce que je reproche à cette phrase, à ce genre de phrase, c'est qu'en plus de ça, au moment où il s'avère que c'est faux, alors qu'est-ce qui va rester du Shabbat? Et ça, c'est très inquiétant. C'est pas? Même, c'est inquiétant de faire Shabbat. Oui, mais c'est ce que je dis, mais a priori, la première étape, c'est pas grave, c'est l'olishma, c'est pas grave. Tu fais Shabbat. Bon, t'as pas fait comme il fallait, t'as pas fait... Première étape. Mais ce qui est frustrant, c'est que quand à un moment donné où il va se rendre compte que cette phrase, elle est fausse, alors il y a des grandes chances que Dieu préserve, qu'il dise, ah ben non, ça ne sert à rien de faire Shabbat. C'est très dangereux aussi dans ce cadre-là. En tout cas, le fait est, c'est qu'il dit que Leizé Tachlit Chitzoni, Mechol Makom, il y a un espoir. Il y a un espoir malgré tout qu'en accomplissant les choses comme cela, tu vas monter en Eretz Israël parce qu'il y a l'antisémitisme. C'est pas l'ishma, c'est pas parce que tu veux rentrer à la maison. Il y a un ami de Khalifa, il travaille avec la France parce qu'il a son boulot ici, il travaille avec la France. Et ses collègues, pas juifs, du bureau qui lui ont dit, mais quand est-ce que tu comptes revenir en France? Et il dit, ben non. Et il me dit, mais pourquoi t'es parti? Ben non, je suis parti par sionisme. Je suis parti parce que je vais revenir, je vais être en Israël. Je vais être en Israël. Alors,
Et il m'a dit, après avoir dit d'autres propos qu'il a tenus à ses collègues, il m'a dit qu'il souffrait d'une bénitachite aiguë. Donc c'est terrible. Je suis trop content que c'est une maladie grave, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que Baruch Hashem, il n'est pas monté parce qu'il y a l'antisémitisme, parce qu'il y a Mélenchon, parce que je ne sais pas quoi. Il est monté parce que, voilà. Donc l'espoir, c'est ça. C'est qu'une fois que, même si on était monté pour des mauvaises raisons, même si on avait commencé à faire des mitzvot pour des mauvaises raisons, l'espoir, bien évidemment, c'est qu'on arrive à une raison vraie, une raison authentique. C'est pour ça que les premiers bourgeons sont aussi très fragiles à ce niveau-là. Machine. Quel gamme nitsanim elou niru baaretz. Mais même ça apparaît en Israël. Akadosh Baruch Hu metzaref. Akadosh Baruch Hu fait participer ces mitzvot, sheinam ela kemonitzaim, qui sont comme des bourgeons. Veroe otam letov. Et il leur voit la finalité positive, bonne, ou baiser rabazefeotador. Et c'est grâce à cela qu'on voit les grands mérites de la génération. Je reprends mon propos de tout à l'heure. Le juif, Hachem Yikom Damo, il a des tatouages de tous les côtés et qui, en réalité, on se dit, mais c'est vraiment déconnecté. Oui, mais il veut absolument, alors qu'il était dispensé parce qu'il avait plein de problèmes, il voulait absolument aller à l'armée. A priori, je dis, mais c'est pour les mauvaises raisons, peut-être parce qu'il veut montrer par sa musculature. On s'en fout. Kadosh Baruch Hu, il voit une motivation, quelle qu'elle soit, de voir quelque chose de positif, de bien. Akadosh Baruch Hu, grâce à cela, va puiser cela pour donner encore plus de mérite à la génération. Zoï Siba Achat. La première raison. La deuxième raison, donc la première raison, c'est par rapport au peuple juif. D'accord? Au sens inverse, quand tu as des élèves de yeshiva qui cherchent à s'évader pour pas faire le service militaire, c'est une mauvaise raison de partir. Je pensais que tu connaissais mes propos, ma conception sur le sujet. Non. Il y a de plus en plus de gens qui partent à l'armée, D'accord. qui ne voient pas la valeur de la mitzvah. Mais beaucoup sont à l'armée. Il y a beaucoup de paroles qui sont tenues, et en réalité, il y a beaucoup de gens qui vont à l'armée. Mais il y a un vrai problème, il y a une vraie difficulté. N'oubliez pas, encore une fois, je ne veux pas faire l'avocat à chaque fois du diable là-dessus, mais n'oubliez pas que la guerre du wokisme, elle est pas évidente à gérer. Elle n'est pas évidente à gérer. Non, mais le cadre de l'armée, il y a énormément, malheureusement, de messages qui ne sont pas des messages subliminaux, énormément de messages qui sont très problématiques. Je donne un exemple tout bête. Là, il y a une semaine. Ça y est, ils ont fait passer un décret. On n'a plus le besoin de demander une permission pour avoir la barbe. Ouais. D'accord? Non, mais c'est autorisé d'avoir. Oui, je sais. On n'a plus besoin de demander une permission pour avoir la barbe. C'est positif, ce que je veux dire maintenant. Mais tu as envie de dire, ça aurait été lourd. C'est bien, c'est la bonne période en plus qu'ils ont dit ça. Parce qu'il y a le Homer qui a commencé. Donc, on a le fait de faire voter ça. C'est-à-dire que pendant des années, fallait faire attention, fallait faire une demande express et on aurait pu passer en procès si on n'avait pas demandé la permission pour avoir la barbe et surtout pour la période du Homer. C'est lourd, c'est compliqué. D'un autre côté, il faut aussi comprendre que l'armée, elle doit avoir une certaine tenue et c'est pas je me rase pas parce que justement je veux gagner du temps pour dormir ou j'ai pas envie de prendre la tête. Il y a toute cette ambiguïté-là. Il y a un problème de dialogue d'un côté comme de l'autre qui n'est malheureusement pas fait. Je me rappelle toujours d'une anecdote où il y avait des garçons de yeshiva, sionistes, peu importe, et leurs mefakdim, leurs lieutenants, ils leur avaient dit mettez les tzitzit dans l'uniforme parce que, bon, et la vérité du propos, c'est parce qu'il y avait des exercices qu'ils allaient faire, que ça allait être salissant, que c'est difficile et tout ça. Comment ça a été entendu? Voilà, on veut nous imposer, on est contre la religion, on est contre la Torah, on ne veut pas qu'on ait ici au dehors. Ce genre de propos, en 2 secondes, ça se gère. S'il y a un minimum de dialogue cohérent, humain, entre eux. Sauf que malheureusement, on a beaucoup de qualités là en Israël, mais ce n'est pas un hasard si on nous dit que la parole chez nous, elle est très importante, et à quel point on n'est pas toujours conscient de comment parler et comment pas parler. C'est intéressant le rapport à la parole, à quel point il est bancal encore chez nous.
C'est un peu ça. D'accord? Dans tous les cas, oui, tu as bien évidemment raison. C'est une mitzvah dans l'armée, mais ça, je l'ai dit plusieurs fois déjà. Parce que la réflexion du fait que tu as des gens qui bon, viennent à l'armée, non pas parce qu'il y a une motivation sioniste, mais parce qu'ils sont obligés. Ils découvrent. Donc, Avec kippa et sans kippa. Avec kippa et sans alors kippa. que ceux qui ont une motivation intellectuelle qui devrait disposer favorablement à faire un service militaire, ceux-là. Mais je vais te dire un truc auquel je crois foncièrement, qui ne se fera pas, je pense, dans les mois qui viennent, mais rêver. Il serait judicieux de la part de l'armée d'obliger les jeunes qui étudient à la yeshiva d'aller dans les bases militaires et de renforcer les jeunes juifs, les jeunes recrues dans le sens de la Torah, avec amour et affection à l'égard des soldats. D'accord? Je pense que ça serait judicieux de le faire, mais il faudrait pour cela que l'État d'Israël comprenne, je dis État parce que c'est une généralité, la valeur essentielle de la Torah qui nous anime et qui est notre épine dorsale depuis la nuit des temps. D'accord? Et ce n'est pas encore le cas. Parce que certains, d'un côté comme de l'autre, vont y voir une manière de transformer l'État d'Israël en État iranien, ce qui plairait à certains et déplairait à d'autres, et des deux côtés. C'est pas seulement ça. Moi, je trouve que ce n'est pas normal qu'il y ait des gens qui viennent comme ça donner des leçons aux pauvres Hayalim qui ont une vie de patachon quand même. Ils bouffent mal, ils dorment mal, ils sont en danger, et les autres, ils arrivent pour me donner un cours. Oh. Je suis navré. C'est là où je suis très heureux de voir que mon propos n'a pas été entendu comme il se devait. Je n'ai pas dit ils viennent donner un cours, j'ai dit ils viennent installer dans la base militaire, renforcer le moral des troupes. C'est ça que je parle. C'est de ça que je parle. Il serait, oui, mais il serait pas Chayalim au sens où il serait sur le combat, si tu veux, ça. Non, mais à la rigueur. Non, mais c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Le fond, il est pas là. Le fond, il est même pas là aujourd'hui. Le fond, aujourd'hui, sur ce point, il est d'abord et avant tout que, de part et d'autre, il y a une vraie compréhension que depuis 1 an quasiment, dans beaucoup d'endroits en Israël, dit Haredi, on bénit les soldats. D'accord? Mais tu vois où je vais arriver, je vais en venir. On bénit les soldats. Bon, ok, sympathique. On bénit les soldats parce que malgré tout, il y a une reconnaissance, parce qu'il y a aussi peut-être un intérêt personnel, que, heureusement que les soldats, ils sont là pour que, elle est où votre émouna envers le groupe? On bénit les soldats, on bénit pas l'État. D'accord? Donc j'ai un avis, tu te doutes bien, qui est très tranché sur ce propos. Ce que je suis en train de développer, l'idée que je suis en train de développer, c'est qu'il faut transformer toute la mentalité. Et quand j'ai dit des juifs qui viennent de Yeshiva, je n'ai pas parlé de juifs uniquement charedim, ça aussi c'est une maladie qu'on a de croire que les vrais religieux c'est les charedim et nous on est trucs. D'accord? Non, je dis pas que toi tu l'avais, mais c'est un truc comme ça qui est véhiculé. Je parle de savoir pourquoi et au nom de quoi on se bat. Moi, j'ai pas de problème avec quelqu'un qui n'est pas capable de se battre pour 1001 raisons. D'accord? 1001 raisons, physiquement, mentalement, ce que tu veux. J'ai aucun problème avec le fait qu'il ne soit pas, encore une fois, sur le combat, qu'il ne soit pas à Gaza. C'est pas ça la problématique. La problématique, c'est de savoir est-ce que je suis partie prenante dans l'avenir de mon peuple, et c'est pour cela que j'ai un devoir, une mitzvah d'être sur le terrain, d'être sur la base, là où mes frères sont, pour pouvoir aller leur parler, pour aller étudier avec eux, pour leur donner le moral, pour les renforcer avec eux, ou alors c'est ces deux unités, deux choses séparées et distinctes, à savoir il y a la yeshiva d'un côté, il y a l'armée de l'autre côté. Beaucoup le pensent, et beaucoup de gens disent religieux le pensent, et beaucoup de gens aussi disent non religieux le pensent aussi. Beaucoup de gens dits non religieux vont dire la place pour un religieux, c'est d'être à la yeshiva qu'il aille prier. Beaucoup de gens le disent. Et tu peux regarder tous les fascicules du judaïsme religieux francophone, tu vas voir comment est-ce qu'il s'exprime. Exactement. Donc tu vois à quel point c'est totalement sordide et c'est toute l'entité de ce qu'on est en train d'évoquer.
Ce que je dis simplement, c'est que d'un côté, comme j'avais souvent soulevé ce mouvement de Achim Laneshek, qui sont très en colère que les Haredim, ils n'aillent pas à l'armée, et quand ils vont à l'armée, ils reprochent de l'armée. Pourquoi? Parce qu'ils font des unités spéciales qui vont aller avec certaines valeurs qui ne leur conviennent pas. Il n'y a aucun problème à ce qu'il y ait des Haredim à l'armée. Aujourd'hui, on assistons, c'est ce que j'ai compris, à une nouvelle étape, c'est qu'il y a des gens religieux sionistes et des rabbinim dans le monde religionniste qui osent enfin ouvrir la bouche. Qu'est-ce que j'appelle ouvrir la bouche? On veut pas de femmes qui dirigent une unité de garçons d'yeshiva. On ne veut pas d'unité mélangée. On ne veut pas d'avoir une prof de gym qui va guider les jeunes recrues, les jeunes garçons pour faire les activités de gym. On ne veut pas ce genre de mélange. Ça fait des années qu'on n'a pas osé le dire. Ça fait des années que dans toutes les yeshivot SDR, eh bien, on est toujours comme ça, un peu en train de vaciller. Le monde Haredi, il arrive, tac, c'est comme ça et c'est pas autrement. On peut tout reprocher au monde Haredi, mais de temps en temps, ça serait bien si le monde des religieux sionistes, il avait la même fougue pour défendre la Torah qu'on peut trouver dans le monde Haredi, avec tous les reproches que j'ai sur le monde Haredi, dans d'autres domaines. C'est pas? C'est ça le postulat. Maintenant, encore une fois, c'est quelque chose qui est très mince, qui est très nuancé. Il faut, là, j'ai dit des dogmes très, comme ça, très tranchés. Mais je dis que les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Ce qui est impératif, c'est que je ne vais pas, comme j'ai souvent dit, je ne vais pas à l'armée parce que Ben-Gurion a dit qu'il fallait aller à l'armée. Je vais à l'armée parce que Moshe Rabbeinu a dit qu'il fallait aller à l'armée. C'est mon postulat de départ. D'accord? Bon, je me suis un peu écarté, mais c'est pour comprendre cette cohérence, encore une fois, au sein du peuple. D'accord? En tous les cas, il est clair que même si la motivation, quelle que soit la mitzvah, n'est pas la motivation la plus idéale qui soit, Akadosh Baruch Hu, tel un père, montre tout l'amour qu'il a à l'égard de son fils. Ça, c'est un côté de la pièce, on peut dire. Mais de l'autre côté, est Azamir Egia. Alors, nous dit le Rav, la deuxième raison, Shenit est Azamir Egia. Même si on est dans un état d'esclavage absolument terrible. On avait confiance, on chante à Kadosh Baruch Hu. Comme est écrit dans le Mechilta, Veyoshua lonigalou Israël, et là, Bishvil Emuna. Le Ham Israël n'a pas été libéré, si ce n'est parce qu'il avait confiance en Kadosh Baruch Hu. On se rend bien compte que pendant justement 2000 ans, eh bien, ce qui a permis au Ham Israël de garder la valeur, la fougue, encore une fois, de son message, c'est son rapport à la Torah, son amour de la Torah. Entre parenthèses, je ne vais pas en revenir là-dessus, mais ce que j'ai cité tout à l'heure, l'éducation de l'État d'Israël qui a créé une société tranchée de gens qui n'ont jamais entendu parler de la Torah de leur vie et du monde religieux de leur vie, vous comprenez pourquoi je suis aussi radical. On a créé une société aujourd'hui qui essaye de vivre sans Torah, sans même expression significative de l'identité juive. Et je ne suis pas en train seulement de reprocher ça aux gens qui ont mené cette éducation. Je me le reproche à moi-même. On est où, nous, dans cette histoire? On est où dans cette volonté, encore une fois, de parler au peuple, dans le peuple, pour le peuple? C'est pour ça que j'ai indiqué de la manière dont je l'ai indiqué. En tous les cas, il est clair que cette confiance envers Akadosh Baruch Hu est notre épine dorsale. Aïnou Mahamar et Roi HaKodesh, un souffle animé par la sainteté, que le temps est venu. Chez Guilla, l'askir l'ivna Akadosh Baruch Hu, il est temps de se rappeler devant Akadosh Baruch Hu, Zechut Azamir, le temps de chanter. Encore une fois, je vous rappelle quand même que bien avant Herzl, n'est-ce pas? Bien avant Max Nordau et tout ce que vous voulez, vous avez les élèves du Gaon de Vilna, vous avez les élèves du Baal Shem Tov, vous avez le Rav Yehuda El-Kalai, vous avez le Rav Guttmacher, vous avez le Rav Zvikalisher. On a des gens qui ont été là. Malheureusement, ils n'ont pas été entendus. Mais ils ont été là.
À la rigueur, on pourrait se dire, les élèves du Gaon de Vilna et les élèves du Baal Shem Tov, ils n'avaient pas pour ambition de fonder un État. Juste de s'installer en Eretz Israël, parce que c'est Eretz Israël. Mais en ce qui concerne le Rav Zikalisher, le Rav Gutmacher, on voit bien les propos qu'ils ont tenus, et le Rav Bibas, le Rav Yehuda Bibas, à la Vachon qu'on avait cité, la volonté est claire, c'est de mettre en place un État. Seulement, ils ne sont pas entendus. En tout cas, ils ne sont pas entendus par beaucoup de gens. Mais eux, ils ont été capables de visualiser que le moment est venu. Je vous remémore toujours les propos de Rabbi Yehuda Levi dans le Mahamar Sheni du Kuzari. Tu me parles d'Eretz Israël toutes les 5 minutes, mais tu es en Espagne. Rabbi Yehuda Levi, tu as trouvé l'objet de ma honte. Matzata et makom cherpati. Paka, 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 l'an prochain à Jérusalem tous les ans, et puis on reste, en l'occurrence, à Khazar, en Espagne, en France, où vous voulez, à Brooklyn. La deuxième dimension que nous soulève le natif de Vologine dans son commentaire, le temps est venu. Réponse toute simple. Pas parce que on souffre de l'antisémitisme, parce que c'est difficile financièrement, parce que non, le temps est venu. Kol ator, c'est la suite du verset, Nishma bartzenu, la voix de la colombe est entendue en notre terre. Il y a 2 choses que vous devez avoir en tête. Tor, c'est pour ça que le natif, c'est quand on est conscient de cela, c'est extraordinaire. Vous vous rappelez que le natif de Vologine, c'est le gendre du Rav Chaim de Vologine, qui lui-même est l'élève numéro 1 du Gaon de Vilna. Quand on entend effectivement le verset Kol ator nishma ba'artzenu, le premier sens, c'est la voix de la colombe. Le sens qui est induit dans les enseignements du Gaon de Vilna, c'est l'année Tor, Taf, Vav, Resh. C'est-à-dire, il est temps, la Géoula a commencé. La colombe, si je reprends mon idée, la colombe est intéressée à retrouver son bien-aimé, à retrouver son mari. La colombe fait partie de ces rares oiseaux qui reviennent sur leur nid et qui sont fidèles au foyer auquel ils appartiennent. Donc, Kol ator nishma bartzenu, le temps est venu. Chez Gia, Shat, Matan Torah, le moment de recevoir la Torah, chez Ye, Beret Israël, Dafka, le moment de recevoir la Torah qui sera justement en Eretz Israël. Sans aucun rapport, bien évidemment, vous aurez remarqué que Hator, c'est les lettres Torah. Évidemment, sans aucun rapport. Je vais rassurer, je vais y arriver. Des Sham Nimshal Torah, l'école, la Torah, elle est appelée la voix. Am Israël, dans le Sinaï, ils ont vu les colottes. Raïno est à colotte. On a vu la voix. On sait reconnaître l'intonation. C'est notre bien-aimé qui nous parle. Shehu Naïm ou Metzafsef, Benachat. Il parle. C'est agréable ce qu'on entend. Machin Ken, ce qui n'est pas possible, évidemment, en dehors d'Eretz Israël. Machin Ken, Bechutz Laaretz, et la Torah Meira. La Torah, on est obligé de chercher des moyens pour l'apprécier quand on est en dehors d'Eretz Israël. Alors que quand on est en Eretz Israël, Baruch Hashem, la Torah, elle est hautement appréciable. C'est pour ça, d'ailleurs, vous voyez qu'on est arrivé, ça y est, à la fin, la Géoula est totale et finie, puisque nous avons, étudions là ensemble, des centaines de personnes ensemble, n'est-ce pas? Voilà, c'était un peu cynique. Mais c'est le problème. C'est exactement cela. Une digression, là, j'ai lu un ouvrage l'an dernier à Jérusalem, un ouvrage où il comparait, si tu veux, la science avec la Torah de manière très, très, très scientifique. Et ils ont, sur ordinateur, je ne sais pas comment ils l'ont fait, quand on prononce les lettres de la Torah. Ça fait des années de ça. Ah non, ça fait des années, c'est un mathématicien qui a fait ça. C'est un mathématicien du Technion qui a fait ça, effectivement. Quand tu prononces le mot A, la lettre A, B, C, il ne se passe rien sur l'écran, sur l'oscillogramme. Et quand tu dis Aleph, tu vas être Aleph, Bet, Ken. Donc, vous voyez la voix. C'est la Torah Meira, la Mitor Pilpul, Shenimshal, l'école à Aïla Menaga, comme la voix d'un chamois qui pousserait un cri, encore une fois, parce que la Torah, justement, n'est pas à sa place. Donc, vous comprenez encore une fois à quel point ce chant est entamé. Il est évidemment que Kol Yaakov Yedei Esav, on revoit, par rapport à l'armée qu'on a vu tout à l'heure,
la voix de Yaakov, la main de Esav. Quand on est constamment avec cette voix réelle de Yaakov, la main peut être la main de Esav, mais il n'y a rien de comparable entre la guerre menée par les soldats et la guerre menée par n'importe quelle armée du monde. Pour le coup, si on reprend dans cette image qu'on évoquait tout à l'heure, c'est exactement cela. Mais pour ça, il faut insuffler, bon gré, mal gré, c'est ce qui se passe aujourd'hui à l'armée de toute façon déjà depuis au moins un an, ce souffle-là, pas, qui est invoqué. Regardez le Gushat Alevi, accord numéro 27. Et Azamir Egia, qui Zamir Milachon Karet. D'un côté, on a ce chant, on a cette évocation, ce souffle, encore une fois, qui est insufflé de Am Israël qui sait reconnaître sa bien-aimée. De l'autre côté, comme nous l'indiquions, l'ismor s'est coupé, tranché. Comment on peut le comprendre? D'abord, à la vérité, ce qui va dans les deux sens, c'est que chanter, ce sont des notes qui sont coupées et qui sont mis l'une avec l'autre, n'est-ce pas? Donc on a aussi cette notion-là. Mais au niveau tranché, le plus simple possible, le verset dans Iov, que vous avez accord numéro 27, nous dit Velo yamer eye Elohai oseanoten zemirot balayla. Et on ne dira pas, il ne sera pas dit, où est mon Dieu qui fait et qui chante la nuit, ou qui tranche la nuit. Kelomar. Et le temps est arrivé, qu'Akashbou machrit ou meshaber kol son Israël. Pourquoi balayla? Puisqu'il est arrivé le temps où Akashbou va retrancher tous ceux qui sont les haineux d'Israël. Mais kol ator nishma ba'aritzenu, la voix, pardon, à faire du monde. Les haineux actifs. Mais de toute façon, c'est ce qu'on reprend sur le Shvor Hamatral Agoïm. C'est une évidence. Évidemment, on a espoir que pas les acteurs, je veux dire, pas les acteurs en première ligne, mais ceux qui sont derrière, évidemment, on a espoir qu'à la fin des temps, on a espoir, on le sait, mais on espère pour eux, qu'ils fassent teshuva par rapport à leurs actes pour pouvoir reconnaître Israël, la valeur d'Israël, et il y en a beaucoup qui le font. D'accord? C'est ce qui est impressionnant. Après, encore une fois, est-ce que le monde entier va faire des teshuva? Tant pis pour eux, quoi, on a envie de dire. Non, mais on a souvent rappelé ça de toute façon, que c'est impressionnant de voir à chaque génération, on se dit, mais cet empire jamais ne tombera, et puis on découvre qu'il tombe. C'est pas moi, je suis plus jeune, comme on a dit à chaque fois, mais je veux dire, moi, j'ai connu le mur de Berlin qui est tombé. Les générations de mes aïeux n'auraient pas pensé une seule seconde que le mur de Berlin tombe, ou que la Russie tombe. Aujourd'hui, elle est tombée. Donc, quand on parle de tomber, là, maintenant, elle a une nostalgie d'eux, parce qu'ils ont des armes, etc. Mais parce qu'encore une fois, ce n'est pas une teshuva qui est une teshuva sincère, c'est une teshuva a posteriori. C'est comme ils sont tombés pour des mauvaises raisons, ils n'ont pas réussi à réparer. Tu vois, c'est toujours dramatique, là, vous dites, comme tu as des députés d'extrême gauche qui n'ont plus de valeur politique en Israël même et qui quittent la politique. Mais ils n'ont pas dit, je me suis trompé. Non. D'accord? J'aurais aimé qu'au moins ils aient la décence de dire, on s'est peut-être trompé dans notre approche. Non, il y a certains qui ont dit. Il y a certains qui ont dit. Mais c'est rare, mais tu as raison. Il faut beaucoup d'humilité pour pouvoir révéler. Parce qu'il revient, qu'il ose dire qu'il s'est trompé. Bah oui, c'est ça. Oui, un examen. Non, mais c'est certain que c'est ça qu'on attendrait. C'est une vraie teshuva, c'est quelqu'un qui soit cohérent par rapport aux propos et par rapport à l'ignominie des propos qu'ils aient pu tenir. C'est ça. En tous les cas, kol ator nishma ba'aritzenu, ki ator ou otiot Torah. Il nous rappelle Rabbi Levi de Berditchev, kol ator, la voix de la Torah est entendue. Venishma, ou lachon, itrabrut, naase venishma, on est capable d'entendre, on est capable d'écouter. Si on est capable d'écouter, c'est qu'on est encore une fois intéressé à entretenir ce lien avec cette voix de la Torah. Lachon n'a pas souk, vaishma, Shaoul est à Am, Shaoul a entendu le peuple. Malheureusement, vous savez, quand il a entendu le peuple, c'est par rapport à Amalek. Ce qui est reproché à Shaoul, c'est justement de ne pas avoir tué Amalek, de ne pas avoir tué Agag au moment opportun. Mais en réalité, il serait inapproprié de reprocher ça uniquement à Shaoul, parce que Shaoul a entendu la voix du peuple.
C'est-à-dire qu'en réalité, comme on dit souvent, on a le dirigeant qu'on mérite. Donc, le peuple, encore une fois, était lui-même animé par une vertu de miséricorde à ce moment-là mal placée, qui a amené à. Oui, bon, mais c'était mal placé. Oui, oui. D'accord? Shani mechaber ou medabek atzmi, mais là il a pris dans un autre sens, dans le sens qui nous intéresse. Shani mechaber ou medabek, quand je m'attache à la Sainte Torah, az yachrit Hashem kol sonei Israël. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu retranchera tous les haineux d'Israël. Je reprends le propos que j'ai tenu tout à l'heure, j'espère qu'il est suffisamment clair. Si les Juifs, animés par la Torah, viennent dire à nos compatriotes, sur le combat, sur le terrain, de leur rappeler au nom de quoi ils se battent, pourquoi ils se battent, qu'ils ont raison de se battre. Vous savez, il y a un élève qui m'a envoyé, là, j'ai montré à Guy, à moins d'une heure. Il est en Milouim, il est à Gaza. Et il m'a envoyé, alors, il se prit en photo, en vidéo avec le fusil, et il a filmé ce qu'il voit avec son fusil. Et on voit Gaza avant la reconstruction. Et il m'a dit, mais je me suis dit que ça allait vous faire plaisir. Ah, moi, je kiffe, là, je suis en train de voir, tout est détruit, tout est génial. Voilà. Bon, ben c'est ça. Quand vous avez ce genre de message qui est diffusé, mais le soldat ne s'interroge pas sur la justesse du propos, alors qu'à l'inverse, malheureusement, quand ils ne sont pas persuadés que c'est moral, que c'est au nom que c'est au nom du bien qu'il agit, alors automatiquement, malheureusement, ben, on peut être hésitant. C'est ce que nous dit c'est ce que nous dit le Kedushat HaLevi. On est rattaché à la Torah. Au nom de cette Torah, tu montes, tu descends, je ne bouge pas. Et azami rigia. Regardez Rashi, Kol Ator, Kol Atayar Agadol. Le grand visiteur, c'est Akadosh Baruch Hu, hein. Celui qui, encore une fois, qui mène la danse. Un autre sens qui nous est ramené dans le Midrash, nous dit Rashi, Kol Sheegi Azman Yetziatrem et Mitzrayim. Akadosh Baruch Hu, il a décidé qu'il était temps pour le peuple juif, le bien-aimé, a décidé qu'il était temps pour la bien-aimée de sortir. Et la bien-aimée a su reconnaître la voix et a saisi qu'il était temps de sortir. Dans ce cas-là, tout va très bien. L'homme Israël a compris qu'il fallait sortir et Akadosh Baruch Hu est intéressé à ce qu'il sorte. Tac, la rencontre. N'est-ce pas? Que va dire Am Israël? Je rêvais. Que va dire Akadosh Baruch Hu? Je rêvais d'une femme que j'aime et qui m'aime. C'est ce qu'il a dit. Après, Paul Verlaine, il a repris. Vous savez, eh ben, oh. Il a dit Verlaine. Ah, Verlaine. T'entends, j'ai des flashbacks. Mais ça veut dire qu'en réalité, quand il se passe, mais tu viens, c'est parfait. Quand malheureusement, il n'y a que d'un côté que ça marche et que de l'autre côté, on n'entend pas, alors ça pose un problème. Regardez la suite. Athéna, c'est le verset 13. Athéna chanta pagea, והגפנים סמדר נתנו ריח. קומי לכי לך רעייתי, יפתי ולכי לך. J'ai un petit détail que je n'ai pas juste rappelé concernant aussi la voix de la colombe. Il y a aussi cette acceptation de la souffrance. Parce que parfois la souffrance, colator, la voix de la souffrance qui empêche d'agir, il y a la voix de la souffrance qui accepte, parce que on voit ça depuis 1 an et demi, il y a des réalités profondément pessimistes, où on peut entendre des propos qui sont toujours à mes yeux très choquants, comme j'avais vu dans le train avant Pessah, cette famille qui me dit cette année on ne va pas fêter Pessah. Ça c'est scandaleux, mais parce que c'est une mécompréhension du sens même de l'histoire. Le col à tort, je ne l'ai pas retranscrit, mais je l'ai dit, je l'ai écrit pour moi-même, nous dit le Ramat Vali, c'est aussi l'acceptation de la souffrance dans laquelle on est, qui ne nous empêche pas de continuer à avancer, de travailler et d'agir. Aussi ce sens aussi qui doit être entendu. Quand on parle des fils de Yaakov, des enfants de Yaakov, des Bnei Israël, on sait aussi, je vous le rappelle, Yaakov c'est la vérité. Yaakov c'est le père de la complexité.
D'accord? Tout le monde a traversé des difficultés, Abraham a traversé des difficultés, Yitzhak a traversé des difficultés, mais celui qui a traversé sans comparaison aucune des difficultés terribles, c'est Yaakov Avinu. Il y a Dina, il y a Yosef, il y a la sortie en Égypte, tout. Abraham, c'était pas mal. Oui, mais il n'a pas eu sa fille qui a été violentée. Ouais. Il Il n'a pas eu son fils qui a été. Il n'a pas dû souffrir pendant 22 ans de ne pas avoir son fils. Tu as tout à fait raison. Mais Abraham est rentré dans le feu, tu as raison dans la fournaise. Mais on dit le père de la Sibouchiout, c'est Yaakov. Et malgré tout, quand Yaakov il va descendre en Égypte, il plante des arbres pour préparer le terrain quand on va repartir d'Égypte. C'est-à-dire que la souffrance n'est pas une finalité en soi. Elle est entendue, comme on a dit. Mais c'est grâce aussi à ces cris, à cette prière, à cette émission de cette souffrance, qu'Akadosh Baruch Hu entend la voix, Shamatit Na'akatam. J'ai entendu leurs cris, j'ai entendu leur souffrance. Tu vois? C'est pour ça qu'aussi, quand on voit tout ce qui est tenu depuis Simchat Torah, avant de dire pourquoi il s'est passé ce qui s'est passé, allons à l'inverse. Vu la souffrance terrible que nous ont infligé ces pourritures, on est certain qu'Akadosh Baruch Hu, au moment opportun, eh bien, va leur rendre la monnaie de leurs pièces. C'est pas? Traduction littérale, il va leur donner leur mère. Ça va, c'est clair comme ça? D'accord? C'est traduction littérale. D'accord? Mais c'est ça. Écoute, tu as vu ce qu'a fait l'intelligence artificielle, ce qu'a fait mon élève avec l'intelligence artificielle sur le monde du temps. C'est sympa. C'est sympa. Ça a beaucoup fait rire. Voilà. Voilà. J'en vais encore avoir une réputation d'extrémiste. Ah là là. En tous les cas, les figues et donc et le raisin, les vignes, pas, sont arrivés à être, semble-t-il, à être mûrs. Et Natnou Réach, donc il donne de l'odeur, il donne une bonne odeur. Lève-toi, ma bien-aimée, ma belle, et les chilach, et vas-y, les chilach, entendu, va pour toi, ça c'est pour ton bien en fin de compte. Comme l'echlecha, tu vas prendre du plaisir à aller dans ce sens-là. Va nous dire tout d'abord Rashi. Donc, Athéna Chanta Pagea, Kemashmao. La figue est arrivée elle est comestible. Agefanim Smadao, Keshenofel Aperar, c'est au moment où la fleur va tomber, Ve'anavim Mouvdalim, et qu'on voit les raisins qui sont distingués de l'un de l'autre, les raisins de la grappe. Ve Nikarim Kol Anava Le Atzma. Chaque grain de raisin est visible de manière individuelle. Kerouyas Madar. C'est pas? En fait, vous savez que le raisin va pousser, et au fur et à mesure, les grains vont bien se séparer l'un de l'autre et vont être suffisamment mûrs pour être consommés. Kol Ainyanazé Pshuto Lashon Chibat Pitou. Tout cela, encore une fois, c'est l'explication, c'est l'évocation, encore une fois, d'amour, d'affection que va exprimer le jeune homme quand il va parler à sa fiancée. D'accord? Il ne va pas se contenter de dire « je t'aime ». Il va dire « j'aime tes cheveux, j'aime tes bouclettes, j'aime tes yeux, j'aime tes lunettes, j'aime tes oreilles, j'aime ton nez, j'aime… » C'est avec ça. Bon, ben c'est ça. Akadosh Baruch Hu dit à Israël « j'aime ton nez ». Surtout le nez. C'est ainsi que m'a parlé mon bien-aimé. Mais pourquoi tu m'aimes comme ça? Tu as des belles bouclettes, tu as des… Anna Dodi, Aliédé Moshe, par le biais de Moshe Rabbeinu. Ve'amarli, il m'a dit Aliédé Aaron. Pourquoi Anna Dodi, langue difficile, plutôt que Amar, qui est une langue douce? Parce que Moshe, il sait dire la vérité, mais Aaron va savoir la formuler de la manière qu'ils sont entendus par le peuple dans cette situation d'esclavage dans laquelle il était. Koumilach, dépêche-toi, Zerzi Atzmer. Veishalou ish metreu. Et chacun va se demander, s'empresser, se préparer pour pouvoir, si je reprends la sortie d'Égypte, à se préparer à sortir d'Égypte. Keine, Astav Avar, l'automne, on a dit, est passé. L'automne est passé, c'est-à-dire les 400 ans depuis la naissance de Yitzhak Avinu, ça y est, sont écoulés. Les moments obscurs sont derrière nous. Le printemps arrive comme on l'a compris.
Atena Chanta Pagea, Igi Azman Shel Bikurim Lekarev Shetekansu Laaretz. On se rappelle que, c'est intéressant, on se rappelle que dans la Haggadah de Pessah, on nous lisons la paracha que nous allons lire à Shavuot, la paracha des Bikurim. Toute la Haggadah, elle est fondée sur les versets qu'on va lire à Shavuot. C'est déjà une préfiguration. Ça y est, les prémices des récoltes sont prêtes. Il est temps de rentrer en Eretz Israël. Il est temps d'aller pouvoir apporter ses prémices, n'est-ce pas, à Jérusalem. Vagefanim smadar, karev zman nisrayain. Le vin, ça y est, va être prêt. Davarachem, kesherim shebachem. Dit le Rav, donc il y a ce rapport à la terre et le rapport aussi au peuple. Ceux qui sont prêts, ceux qui sont cachers, sont dignes. Ça y est, ils sont là. Ceux qui ne devaient pas sortir d'Égypte, ils ne sont pas sortis. Mais le 1/5, c'est-à-dire qu'il est là. Ils ont commencé à essayer donc bourgeonner des actes positifs. Il y a une bonne odeur qui sort d'Am Israël, si je puis dire. Kumi lechi, ketiv yud yetera, kumi lechi, il y a un yud supplémentaire pour mettre en évidence que nous nous apprêtons à recevoir, n'est-ce pas, les 10 paroles. Kumi lechi, yud yetera, kumi lach lekabel aseret adiberot. En fait, l'Aktuba, n'est-ce pas, qui va célébrer le mariage entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël, c'est les 10 paroles, c'est la Torah. Donc, je t'ai déclaré, dit Akadosh Baruch Hu, ma flamme, je veux me marier avec toi, on s'est fiancés, maintenant nous allons nous marier. C'est qu'il y a un lien vrai, définitif, qui va nous rattacher l'un à l'autre. Davar acher, troisième sens, nous dit Rashi, Etna, Atena Chanta, Pagea, Elu Poshe Israël. Même ceux qui sont malheureusement au sein du peuple juif, qui devaient disparaître, ont disparu pendant les 3 jours, n'est-ce pas, de l'obscurité. Chez Kalou, Beshloshat Yemei Afela. Ils ont déjà disparu. C'est qu'en réalité, il y a déjà une mutation, il y a déjà un filtrage. On ne doit pas s'en réjouir, parce que justement, c'est une souffrance de savoir qu'une partie de notre peuple, déjà en Égypte et aussi pendant les 2000 ans qui se sont écoulés, ont disparu de notre histoire. On peut prier, encore une fois, pour qu'il y ait toujours, et il y aura, toujours des réveils qui se font, on le voit de plus en plus depuis déjà quelques années, mais c'est une réalité. Nous, on a le privilège d'être là, on a le privilège d'être acteur, on a le privilège de faire partie de ce processus, encore une fois, qui est enclenché. Ve'agefanim smadar natnu reach, elu anisharim, ce qui va rester d'eux, donc justement, asu teshuva venit kablu, et donc évidemment, vous avez d'un côté les ténim qui, ça y est, sont ceux qui devaient disparaître ont disparu, et la grappe de vin qui a fait du vin digne de ce nom, c'est-à-dire ceux qui sont, même ceux qui étaient loin mais qui ont fait tchouva, eh bien, Baruch Hashem, sont rattachés encore une fois à Israël. Donc, vous avez l'évocation de ces fruits à travers, à chaque fois, la terre qui est déjà prête à bourgeonner, qui est prête à avoir ses récoltes, et aussi la valeur du peuple juif qui lui aussi se révèle sous son jour véritable. J'ajouterai en réalité, qui influence qui? J'interrogerai qui influence qui? Est-ce que c'est la terre qui influence le peuple ou le peuple qui influence la terre? Et c'est pas un hasard, vous en conviendrez, si les fruits choisis par Shlomo HaMelech sont justement la figue et le raisin. Puisque ce sont les fruits d'abord d'Eretz Israël, ensuite ce sont les fruits qui expriment par rapport à la foi du premier homme, eh bien, 2 dimensions qui seraient l'explication de l'arbre de la connaissance. Vous vous rappelez, il y a 3 arbres qui ont été, il y a une controverse entre les maîtres. Quel est l'arbre de la connaissance? Il y a certains qui vont dire c'est le blé, d'autres vont dire c'est le vin, la vigne, et d'autres vont dire c'est la figue. En réalité, l'esprit, le da'at, la connaissance, le blé est rattaché à l'esprit. L'esprit n'a pas besoin d'être corrigé, il n'a pas besoin d'être réparé a priori quand il est profondément rattaché à Akadosh Baruch Hu. Ce qui a besoin d'être réparé, c'est les inclinaisons du corps qui ne sont pas toujours à la hauteur, quand ils ne sont justement pas entretenus par une conception intellectuelle, une conception spirituelle profondément élevée. Le corps, dans ces 3 fruits-là, c'est la figue.
parce que la figue est totalement consommée. Il n'y a pas de grain, tout est consommé dans la figue. Et le raisin, le vin, c'est ce qui rattache le corps, n'est-ce pas, au nefesh. Parce que le vin, en réalité, révèle ce qu'il y a au plus profond de toi. Quelqu'un qui est profondément élevé spirituellement et moralement, quand il va boire, eh bien, il va en sortir une bénédiction. À l'inverse, celui qui malheureusement est totalement malotru, qui est totalement immoral, quand il boit du vin, alors il aura un comportement qui sera aussi indigne de ce nom. C'est pour ça qu'on appelle ça nefesh. Gouf, c'est la figue. Nefesh, c'est le vin. Sechel, dat, c'est le blé. Donc les deux fruits qui sont invoqués ici, c'est justement parce que ce sont les deux dimensions qui nous faillent révéler dans leur dignité, dans leur noblesse, ici sur Terre. Puisque ce qui nous importe, c'est de ne pas réparer le monde futur, c'est de réparer ce monde dessus pour qu'il devienne le monde futur. D'accord? Achab. Et je termine avec les propos du natif de Golojin, dans Makon numéro 30, Agefanim, donc les raisins, la figue, vous voyez le nefesh que j'évoquais, ceux qui vont boire ce vin qui va réjouir réellement celui qui en est digne de ce nom, et bien nous dit le natif, Parnassé Ador, c'est ceux qui vont éclairer la génération. Afilu Areshaim Shebahem, Gameman Noureach. En fait, la force de ces grands dirigeants, c'est que même les pourris au sein du peuple que Dieu préserve, eh bien, ils vont avoir une bonne odeur. Ils sont embarqués dedans. D'accord? Il y a, excusez-moi de l'exemple, mais ça m'a toujours beaucoup fait rire. C'est très, très rare, je me rappelle quand j'étais à l'armée, entre autres, c'est très, très rare qu'un juif, quand on lui demande Ashkenaz, Séfarad, ce que vous voulez, c'est très rare quand on demande à un juif qui se dit pas religieux de vouloir compléter le minyan, c'est assez rare qu'il refuse. Et ben, je trouve ça d'une noblesse extraordinaire. Alors qu'il pourrait refuser, quoi. La Torah. Même là, encore une fois, tant qu'on est conscient, c'est pour ça que c'est un combat, ça veut dire quotidien, mais tant qu'on est conscient que tous les juifs qu'on a en face de soi, et je ne veux pas faire à l'eau de rose, mais tant qu'on est conscient que tous les juifs qu'on a en face de soi, avec Streimel, sans Streimel, avec Kippa, sans Kippa, eh ben, c'est nos frères de chair et de sang, ça va. On peut encore travailler. Il y a un problème, retrousse-tément, je vais travailler. Va agir. Et ce que nous dit le Rav ici, c'est que ceux qui sont les dignes, justement, dirigeants, ils ont, j'ai entendu cette semaine le Rav David Yosef, justement au colloque pour les conversions, et le Rav David Yosef, qui est le Rav Arashi maintenant, n'est-ce pas, le Rav Sfarad d'Israël, j'étais très heureux de l'entendre pour la première fois, et en plus, je sais pas, il fait partie de la famille, mais il y a quelque chose de très positif, excusez-moi de le dire comme ça, et il a dit, il est impératif de parler aux gens qui sont dans le produit de la conversion, de leur parler avec le sourire, de leur parler avec affection. Je trouve que c'était quand même sympathique de tenir un discours comme ça, ce qui me paraît très évident, mais ce qui n'est pas forcément évident. La conversion est une question aujourd'hui qui reste très complexe. Et j'étais très touché qu'il insiste sur la manière, encore une fois, d'aborder ça. Achab. Donc, je dirais pour les convertis, c'est d'autant plus vrai pour nos frères juifs. Quand je dis convertis, il n'y a pas de maladresse. Ceux qui sont candidats à la conversion, c'est d'autant plus vrai pour les juifs de Dimichol Makon, Beshat Sarah, Mishtadlim Arbe Letovat Israël. Au moment où ça va mal, au moment où il y a des misères en Israël, eh bien, il est impératif, nous dit le natif, clairement, d'œuvrer pour ajouter du mérite à Israël. Je vous dis très honnêtement, ma thèse depuis maintenant presque au moins 1 an et demi, c'est que je ne peux plus supporter des propos pessimistes à l'égard de ce qui se passe en Israël, à l'égard du peuple juif. Je ne peux plus supporter. Ça veut dire qu'il y a encore des gens, des rabbinim, qui passent leur temps à dire tout ce qui se passe, c'est à cause de tel, c'est à cause de machin, c'est à cause de trucs, c'est à cause de tel camp, de tel mouvement. Je ne peux plus supporter. Ça m'engage que moi, ce que je vous dis. Je pense qu'il est impératif aujourd'hui de retrousser les manches et de continuer. Est-ce qu'il y a des coupables? Est-ce qu'il y a des responsables? Est-ce qu'il y a des pensées qui sont erronées?
je ne me cache pas, je ne fais pas la langue de bois. Évidemment, il y a des propos qui sont erronés de tous les côtés. Mais je pense qu'il n'est pas le moment, il n'est pas temps d'avoir des propos pessimistes. Je pense qu'il faut justement insuffler, redonner encore une fois ce souffle au Ham Israël pour avancer. La Géoula, elle est en marche et elle n'est pas dépendante, encore une fois, de tel parti politique ou de telle couleur ou de tel. On est en marche. Béchat Sarah Ham Israël, ce qu'il nous dit. Au moment où justement il y a des misères au sein du peuple juif, il faut œuvrer pour le bien d'Israël. Et c'est grâce à cela. Baiser d'armoire, baiser fouillotte. C'est ça qui a amené des mérites. On ne loue pas le coche. Ce qui nous importe, c'est Akadosh Baruch Hu, le bien-aimé et la bien-aimée. C'est ça notre objectif. C'est de rencontrer Akadosh Baruch Hu. Pas de rencontrer un parti, pas de rencontrer une idéologie. C'est insupportable d'entendre encore des propos que de part et d'autre, ah non, Itamar Ben-Gvir, c'est une catastrophe. Mais que ce soit lui ou un autre, ce qui nous importe, c'est est-ce que les propos qui sont tenus ont des implications, lui ou un autre, vont amener justement le peuple juif à rencontrer de plus en plus Akadosh Baruch Hu. C'est ça notre objectif. Et c'est ça, à mes yeux, en tous les cas, ce que je pressens en étudiant avec vous chez Rajiri. Adkan, c'est clair? Ouais. Tov.